Parmi les documents clés de l'histoire, il y a en réalité plusieurs séries de documents. C'est simplement des documents qui sont toujours du même type, de la même nature, et dont la création et l'entretien a duré dans le temps. Je vais commencer par exemple avec les registres paroissiaux. En 1539, l'ordonnance de Villiers-Cotterêts va venir imposer auprès de l'ensemble des curés de paroisse de maintenir un registre sur lequel ils doivent inscrire les baptêmes, les mariages et les sépultures. Vous pouvez trouver des registres paroissiaux qui sont plus tôt que 1539, mais ça a été clairement que de l'initiative personnelle de la part du curé, si vous en trouvez. Bien que l'imposition a été faite en 1539, le temps d'imposition de cette ordonnance, elle, a pris un petit peu plus de temps en fonction de la région. Vous pouvez aussi avoir des registres paroissiaux dans certaines villes qui ont commencé plus tard que 1539. Ça finit tout de même de s'installer de manière uniforme sur 2-3 décennies, et cette imposition restera telle quelle jusqu'en 1792. 1792, Révolution française, et notamment la naissance de la notion de l'état civil. À ce moment-là, l'État récupère la notion d'acte de naissance, d'acte de décès, elle récupère aussi la notion de mariage due à la laïcité, et tout cela impose de créer un nouveau type de registre, qui s'appelle le registre d'état civil. Il est décidé de récupérer les registres paroissiaux des différentes églises pour le mettre à disposition de l'État. Après 1792, et encore aujourd'hui, les deux existent. Vous avez le registre d'état civil qui est géré par l'État, et vous avez les registres paroissiaux, toujours gérés par l'Église, et la plupart du temps, par simple demande, vous pouvez en avoir accès. Ces registres sont les moyens les plus simples de trouver un prénom et un nom du passé. Cependant, ce n'est pas assuré à 100% de retrouver le nom et le prénom de la personne que l'on cherche dans ces registres. Cela pour plusieurs raisons. La première, c'est que si la personne que vous cherchez est née à un endroit A, a fait des choses à l'endroit B et que c'est votre raison de votre recherche, et qu'elle est morte à un endroit C, et bien si vous prenez le registre de l'état civil de l'endroit B, vous n'allez pas trouver cette personne. Un autre point en lien, c'est que ces registres peuvent eux aussi avoir des lacunes. Il peut y avoir des pages manquantes, il peut y avoir des registres sur lesquels on n'arrive pas à remettre la main dessus. Ces lacunes, heureusement, sont plutôt rares pour ces deux types de registres, mais il faut savoir que ça existe quand même. Et enfin, pour terminer, la plupart de ces registres ne sont qu'écrits qu'à la main. Vous avez donc affaire à l'écriture de la personne qui a rédigé ces registres, et en fonction de la personne, désolé, mais c'est illisible. En complément de ces deux premiers registres qui sont vraiment clés, je vais ajouter une troisième notion qui a perduré dans le temps, qui est la notion de dénombrement et de recensement. Les premiers dénombrements datent déjà d'avant 1328. Cependant, ces dénombrements ne sont que partiels, non pas dans le sens où ils sont incomplets, dans le sens où le dénombrement avait un but spécifique et venait donc compter uniquement ce qui l'intéressait. Par exemple, le nombre de soldats présents dans un camp militaire et combien pouvaient utiliser une certaine arme. Je mets 1328 entre parenthèses parce que c'est à ce moment-là que l'on a les premières traces de recensement complète de la population, mais qui n'était pas un recensement de la population. C'était un recensement plutôt de foyers. On comptait en gros le nombre de maisons qu'il y avait dans la petite ville, le petit village, et on faisait un facteur multiplicateur de 4, 4,5, 5, en fonction de la personne, pour déterminer le nombre de personnes présentes. Cela permettait tout de même d'avoir un ordre de grandeur, ça permettait d'anticiper certaines infrastructures, mais c'est une méthode sur laquelle on n'a toujours pas les noms et prénoms. Dans les alentours des années 1670, on va commencer à avoir des recensements d'une zone qui est beaucoup plus grande. Par exemple, le recensement du Québec en 1666, ou bien encore le recensement de Valenciennes en 1676. On n'est pas encore sur un recensement complet de la population. Par contre, à partir de cette année-là, c'est là que vous pouvez vraiment avoir des traces de prénoms et de noms qui concernent une région ou en tout cas une grande zone. À la suite de la Révolution française, après une certaine complexité à cartographier l'ensemble de la France, due à la notion de découper la France en régions et départements pour sa gestion, c'est en 1801 que le premier recensement national est mis en position, et à partir de cette année-là, tous les 5 ans, on a enfin une liste de personnes par département, et cela pour l'ensemble des départements de la France. Il y a quelques recensements qui n'ont pas eu lieu, dus à des notions de guerre par exemple, ou bien dus à des notions de frontières qui ont bougé. En 2004, le système de recensement est rénové. On découpe en deux types le recensement, pour les communes de moins de 10 000 habitants et les communes de plus de 10 000 habitants. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, c'est toujours sur le même principe de recensement tous les 5 ans. Par contre, les communes sont décalées les unes des autres. 20% des communes de moins de 10 000 habitants font leur recensement à une année N, un autre 20% le fait à N plus 1, un autre 20% le fait à N plus 2, pareil pour N plus 3 et pareil pour N plus 4. Pour ce qui est des communes de plus de 10 000 habitants, c'est un sondage qui est réalisé tous les ans auprès de 8% des adresses qui sont enregistrées dans la base de l'État.
En parallèle de ça, l'INSEE va essayer de faire des projections sur le nombre d'individus qui est situé dans une ville pour, en fonction, préparer des infrastructures en avance. Voilà, j'en ai présenté un complémentaire avec dénombrement, recensement. Il faut savoir qu'il y a aussi plein d'autres registres. Ce qu'il faut retenir de tout cela, c'est que si vous cherchez une personne entre 1800 et aujourd'hui, il est fort probable qu'il y ait un document que vous puissiez retrouver d'elle. Là où est la complexité, c'est qu'il faut le retrouver ce document. Et cela demande du temps et de la patience.